Juste commencer par un mal nécessaire, la déclaration de conflit d'intérêts. J'ai des collaborations dans des dossiers de formation continue pour les infirmières avec l'Alliance Otsuka-Lundbeck, mais ça ne représente en rien un conflit d'intérêts avec la présentation d'aujourd'hui. Vous avez le plan de présentation, donc je vais vous le présenter, puis je vous dirai après. On va commencer par voir quelques définitions. Ça ne sera pas très, très long. C'est juste pour que, quand j'utilise certains mots, puis on voit qu'il y a aussi beaucoup de confusion parfois dans les termes urgence, suicidaire, risque suicidaire. Bon, juste pour les termes que je vais utiliser, je veux qu'on ait quand même des définitions communes. On va voir quelques faits importants au niveau du suicide au Québec. Mythes et préjugés. Ensuite, on va aller voir plutôt dans les facteurs d'influence, le processus suicidaire et à la fin, quelques questions clés ou des attitudes aidantes. Dans la semaine de prévention du suicide, on a voulu faire un événement qui s'adressait à tous, donc pas juste aux professionnels de la santé, donc s'adressant aussi à tous les employés du CHUM, mais aussi aux patients, aux familles, aux proches, aux gens dans la communauté. Donc, c'est un événement qui est ouvert à tous. La présentation est faite en ce sens-là. Peut-être que pour certaines personnes, il va y avoir du déjà-vu. Pour moi, pour un sujet aussi important que le suicide, la prévention du suicide, c'est toujours bon de se remémorer et de revoir des notions. Donc, je pense pas que ça va être de trop nécessairement. Et de toute façon, on est tous, même si on est un professionnel de la santé, on est tous un parent, un ami de quelqu'un, le proche de quelqu'un. J'aimerais ça, je vous dis pas d'enlever votre chapeau professionnel de la santé ou intervenant, mais j'aimerais ça que vous assistiez aussi à la présentation avec vos yeux en tant que personne, en tant que parent, en tant qu'ami, en tant que proche. Parce que la présentation vise aussi à faire en sorte qu'on soit plus outillé dans notre vie au quotidien, pas seulement dans notre vie professionnelle, mais dans notre vie au quotidien avec nos proches et avec nos familles qui font face à ces situations-là. Donc, quelques définitions que j'ai voulu voir un peu. On voit souvent, comme je disais tantôt, des confusions entre le risque suicidaire, l'urgence suicidaire, le passage à l'acte et le suicide comme tel. Le risque suicidaire, on parle d'une probabilité qu'une personne se suicide à l'intérieur d'une période de 2 ans. Donc, une probabilité, c'est un indice de probabilité ou un indice qui nous dit est-ce que c'est envisageable que cette personne-là puisse avoir recours au suicide comme étant un choix ou une solution à l'intérieur de ce qu'elle vit dans une période de 2 ans. Donc, on part d'aujourd'hui, puis on regarde dans les 2 ans en avant, mais on va voir aussi plutôt qu'on regarde tout le bagage que la personne traîne. L'urgence suicidaire, c'est la mesure de probabilité ou l'imminence d'un passage à l'acte dans les 48 heures. Donc, c'est important de faire la différence quand on est en contact avec une personne qui est en détresse pour savoir est-ce que sa détresse est au point où, d'ici 48 heures, elle pense au suicide. C'est pour ça qu'on appelle ça urgence suicidaire. Et pour moi, c'est une urgence médicale. C'est pas une urgence médicale au sens de il risque d'avoir un arrêt cardio-respiratoire pour telle raison au niveau physiologique ou un problème physique, mais c'est une urgence médicale parce que la sécurité et l'intégrité de la personne, la vie de la personne est menacée par sa détresse, qui fait en sorte qu'elle pourrait faire un geste qui serait malheureusement irréversible. Le passage à l'acte, c'est vraiment le moment où toutes les pensées de la personne sont focusées sur le suicide comme étant la solution ou la seule solution qui lui reste. Et où elle va justement mettre son plan, le plan qu'elle s'est fait en action. Et le suicide comme tel, les définitions du suicide sont très... il y en a énormément, donc ça peut même être, je vous dirais, parfois controversé, mais moi, j'ai choisi quand même celle-là. C'est un décès par acte volontaire entraînant la mort. Et là, je ne dis pas que la mort est volontaire, mais l'acte volontaire étant que c'est la personne qui fait l'acte elle-même, donc, et qui va entraîner la mort. Si jamais, durant la présentation, vous avez des questions de clarification, n'hésitez pas. Moi, je me sens pas très à l'aise juste d'être en avant et de passer du contenu. J'aime ça qu'il y ait un échange quand même avec la salle. D'ailleurs, vous allez voir que je vais vous interpeller. Le suicide au Québec.
On sait que, et il y a des données très récentes qui sont sorties, là, le rapport a été mis à jour en 2015, c'est des données qui datent quand même de 2012, parce que quand on analyse des données, là, on est toujours quelques années un peu, là, on regarde un peu en arrière, mais ça provient des rapports de 2015. Donc, chaque jour au Québec, 3 personnes s'enlèvent la vie et 8 personnes sont hospitalisées pour avoir tenté de le faire. On sait qu'en 2012, il y a eu 1102 décès par suicide qui ont été enregistrés au Québec. L'année d'avant, c'était 1105. Ce sont des données qu'on dit provisoires, mais c'est quand même, on est pas mal près. Au niveau du nombre de suicides, on sait que chez les hommes, c'est encore 3,5 fois supérieur par rapport à chez les femmes. Donc, on parle de 856 suicides chez les hommes, et je ne parle pas de tentative, je parle de suicide. Donc, il y a eu un décès chez 856 hommes pour 256 femmes. Ce qui, à mon sens, devrait, dans notre entourage, devrait nous allumer ou porter un intérêt davantage aux hommes pour différentes raisons. Il semblerait que ce soit une population qui voit cette solution, qui voit le suicide comme une solution beaucoup plus que chez les femmes. Et en 2008, on a 2,3 % de la population québécoise qui a songé. Et vous voyez, j'ai mis le mot « sérieusement » parce que pour moi, c'est ce qui est important. C'est qu'elles n'ont pas eu seulement une idée de se dire peut-être que la mort serait une solution. Elles y ont pensé sérieusement d'avoir recours dans l'année précédente, dans la dernière année au suicide. Et 2,3 %, ça peut, c'est un petit chiffre, hein? On regarde ça, 2,3 %, ça peut avoir de l'air banal. Eh bien, on parle de 144 000 individus, 144 000 personnes qui ont souffert au point d'avoir une détresse et au point d'avoir un désespoir pour se dire c'est la solution ou ça peut être la seule solution. On sait que le Québec, en 2010, en tout cas, le Québec se situait parmi le groupe des 3 provinces canadiennes ayant le taux de suicide le plus élevé. Les autres provinces étant, je pense, l'Alberta et le Nouveau-Brunswick. Malgré tout, je pense qu'il y a des efforts qui se font et on voit quand même une diminution constante, graduelle, donc tranquillement, mais constante du taux de suicide au Québec. Mythe et réalité. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, et c'est une vraie question, là, je m'attends à avoir des réponses. Des fois, quand on pose des réponses, on envoie des réponses dans la salle, il y a un silence radio. Mais en fait, je vais vous demander à main levée là, de me dire, est-ce que parmi vous, bon, il y a des gens qui n'ont pas qui pensent ne pas avoir de préjugés envers le suicide ou les gens qui sont suicidaires? À main levée. 1, 2, quelques mains. OK. Pardon? Qui n'ont pas de préjugés envers le suicide ou... OK. Est-ce qu'il y en a qui sont indécis, qui se disent, ben, je me suis jamais posé la question, ça n'a jamais... des indécis. Et est-ce qu'il y en a qui se disent, ben oui, moi, peut-être que j'en ai des préjugés envers les gens? Pas du tout. Ah, 1, 2. OK. Moi, je vais lever ma main parce que je fais partie de ceux qui ont eu ou qui ont des préjugés parfois envers les gens. Et j'en ai eu dans les quelques années qui viennent de passer. J'ai vécu des situations où, justement, ça m'a confrontée au fait que bien, peut-être que j'avais des préjugés ou, à tout le moins, certains malaises avec cette situation-là. Le premier préjugé s'adresse à moi-même. Moi, je me disais, ben moi, je suis une infirmière en santé mentale. Ça fait 17 ans que je travaille dans le domaine de la santé mentale. J'aborde le suicide régulièrement, j'aborde le malaise, la détresse régulièrement avec les gens. Et je pensais ne pas avoir de préjugés envers le suicide ou pas de malaise envers le suicide, jusqu'à ce que je sois confrontée dans mon milieu personnel à des gens qui vivaient des grandes détresses. Et je me suis posé la question, est-ce que je devrais leur demander? Est-ce que je devrais aborder avec eux? Dans le cadre de mon travail, ça va très bien parce que je suis dans un milieu encadré. J'ai des collègues avec moi, je peux aller voir mes collègues, poser la question, on peut en parler. J'ai des médecins même qui sont là, qui peuvent évaluer avec nous. On a une unité, moi en plus, je travaille en psychiatrie, donc les unités sont barrées. Donc, il y a quand même une certaine sécurité qui est assurée là, puis il y a beaucoup de gens aussi pour assurer cette sécurité-là.
Dans mon milieu personnel, c'est autre chose. Quand je me suis retrouvée avec des amis ou des gens qui ont eu des problèmes de santé, je me suis posé la question à 2 fois, puis j'ai même ressenti un malaise à leur demander. Finalement, je pose la question maintenant régulièrement aux gens autour de moi quand j'ai une inquiétude. Mais il demeure quand même un certain malaise à poser cette question-là à quelqu'un qui est proche de nous parce qu'émotivement, on est impliqué. Et la réponse qui va venir, bien, il faut être capable de l'accepter, puis il faut être capable de faire quelque chose avec. Alors, quand je pose la question à une de mes meilleures amies, qui a perdu son mari 3 semaines avant ses 39 ans, alors qu'elle était enceinte et qu'elle allait accoucher, elle est déjà mère d'une petite fille, elle se retrouve avec un bébé naissant, une petite fille de 3 ans, et que je dois lui poser la question, est-ce que tu as envisagé la mort? Est-ce que pour toi, ça t'est venu à l'idée que d'aller le retrouver, ça serait beaucoup plus facile que d'affronter ce que tu vis maintenant? Il fallait que je sois prête à accepter cette réponse-là. Et moi, en tout cas, pour moi, ça a été un gros face-à-face et je me suis aperçue que j'avais certains malaises encore à poser cette question-là, entre autres dans mon milieu personnel. Je vous ai parlé de ça. L'autre situation, c'est une situation où il y a quelques années, puis il y a peut-être des gens qui ont connu, j'ai fait du tutorat à l'université et je me suis liée d'amitié avec une personne, une professeure à l'Université de Montréal, que j'ai vue à un certain moment décliner. Je voyais bien qu'elle était plus irritable, plus agitée, des changements de comportement particuliers. Et à un moment donné, bon, j'ai arrêté le tutorat, mais je suis quand même demeurée en contact avec elle. Je lui avais dit mes inquiétudes et tout. Et une journée, quand je suis arrivée au travail ici au CHUM, j'ai une collègue qui m'a dit « Dominique, viens t'asseoir, j'ai une mauvaise nouvelle à te donner. » Et la mauvaise nouvelle étant que la personne était décédée. Et mon premier réflexe, ça a été de dire, parce que je savais qu'elle avait des problèmes physiques, ou en tout cas, elle m'avait dit qu'elle avait des problèmes physiques, mon premier réflexe, ça a été de dire « Est-ce qu'elle avait le cancer? » Puis je ne l'ai pas su. C'était le cancer, si je peux dire, mais le cancer de l'âme, peut-être, elle s'était suicidée. Il m'était jamais venu à l'esprit qu'une femme infirmière qui travaillait en santé mentale, qui avait un doctorat, professeur à l'université, qui faisait de la recherche, qui connaissait les ressources, qui était, à mon sens, entourée, pouvait avoir recours au suicide pour arrêter ses souffrances. Donc là, j'ai été mis face à un autre préjugé que j'avais, comme si il y avait des catégories de gens pour qui ça ne pouvait pas être une solution. Aujourd'hui, j'ai la preuve que ça peut toucher tout le monde, peu importe où on se situe dans la société. Pour aborder quelques mythes et préjugés qu'on voit plus régulièrement, si je peux dire, puis vous me direz si vous en entendez aussi des fois, parler de suicide peut donner l'idée à la personne de le faire. Est-ce que c'est des choses que vous entendez des fois? Hein, on dit souvent aussi dans les écoles, là, quand on parle de faire de la prévention du suicide dans les écoles, il y a toujours c'est comme quand on parle de mettre des condoms dans les écoles, chez les adolescents, on a toujours l'impression qu'ils vont avoir plus de relations sexuelles si on leur donne des condoms, alors qu'ils n'en ont pas plus, ils en ont de toute façon. C'est la même chose avec le suicide. Si on parle du suicide, ça ne va pas donner plus à la personne l'idée de le faire. Parler de suicide calmement, sans jugement, en réconfortant la personne qui se sent en détresse, ça peut être, surtout si on est disposé à l'écouter avec une bienveillance, ça peut encourager la personne à parler de ce qu'elle vit et justement, ça peut réduire le risque de tentative de suicide. Les gens qui menacent à répétition de se suicider le font pour attirer l'attention et pour manipuler. Ça, on l'entend souvent. Hein? Moi, je l'entends souvent en santé mentale, en psychiatrie. Quand je vais sur les unités aussi faire des consultations, est-ce que vous pensez que c'est vrai? Non? Des hésitations? Mais en fait, ce qu'on se dit, c'est qu'il faudrait toujours écouter ceux qui, selon nous, menacent. Je dis le mot menacé parce que si on regarde la définition du mot menacé, ça veut dire s'opposer à quelqu'un, ça veut dire intimider quelqu'un, lui faire craindre quelque chose. Si on regarde là, dans le Larousse la définition de menacer, c'est à peu près ça que ça veut dire. Donc, selon nous, quand on pense que quelqu'un menace ou tente d'attirer l'attention, on devrait toujours l'écouter. Derrière les paroles, il y a toujours une souffrance, il y a toujours un besoin, il y a toujours un message que la personne essaye d'exprimer. C'est très difficile de juger
Si une personne est susceptible là, de se suicider, donc on parle de l'urgence suicidaire particulièrement, donc toute expression de pensée suicidaire devrait être prise au sérieux. Au moment où la personne nous en parle, on devrait toujours le prendre au sérieux. Ceux qui parlent ne le font pas. Est-ce que c'est des choses que vous entendez? Hein? Il parle, donc il fait juste parler, un grand parleur, petit faiseur, donc il finira pas par le faire. C'est un mythe qui sous-entend, dans le fond, que la personne qui nous parle de son intention suicidaire va mieux. Vu qu'elle parle, elle sent mieux, donc elle passera peut-être pas, ou que c'est un grand parleur ou un petit faiseur. On pense qu'elle veut manipuler son entourage, ou que si elle était vraiment décidée à mourir, ben finalement, elle n'en parlerait pas. La réalité est autre. Les données nous montrent que sur 10 personnes qui se suicident, 8 ont donné des indices avant. 8 ont tenté de lancer un message, 8 ont tenté d'en parler, soit verbalement ou de façon plus subtile de leur intention. Et en fait, il faudrait toujours se dire que c'est peut-être la dernière tentative de la personne avant de passer à l'acte. Un des exemples que j'ai là-dessus, c'est que j'écoutais... il y a un reportage qui a été fait, vous connaissez sûrement, il y a peut-être des gens qui sont allés à San Francisco, le Golden Bridge à San Francisco, qui est un des endroits où il y a le plus de suicides au monde. Et il y a un reportage qui a été fait sur les survivants des tentatives de suicide. Et un des survivants disait que sa décision était prise dans sa tête, mais il s'est donné une dernière chance. Il s'est dit, je vais traverser le pont. Et s'il y a une personne qui me regarde et qui me dit bonjour, ça va être un signe qu'il ne faut pas que je le fasse. Vous comprenez qu'il est survivant, donc il a finalement sauté hors bas du pont parce qu'il a traversé le pont et personne ne l'a regardé en pleine face et personne ne lui a dit bonjour cette journée-là pendant qu'il traversait le pont. Donc, jusqu'à la dernière minute, souvent les gens vont se donner une chance de ne pas passer à l'acte. Je viens de répondre un peu à mon autre mythe et préjugé. Ceux qui se suicident sont vraiment décidés à mourir. Mais ça sous-entend finalement, quand on pense ça, qu'il n'y a plus rien à faire, qu'on ne peut plus intervenir. Mais les personnes qui survivent à un suicide, si je peux dire ça comme ça, demeurent ambivalentes jusqu'à la fin. C'est pas vraiment la mort qui est recherchée, c'est que la souffrance est devenue tellement intense, la détresse est devenue tellement grande que la personne ne voit plus d'autres solutions. C'est pas comme si elle avait le choix. Elle n'en voit plus d'autres choix. C'est le seul choix qui lui reste. Ça prend du courage pour se suicider ou il faut être lâche pour se suicider. Est-ce que c'est des choses que vous entendez des fois? On l'entend, hein? Ça prend wow, ça prend du courage ou je me cherche dans mes feuilles. Ça prend du courage ou il faut être lâche. C'est franchement pas capable d'affronter la vie, il faut être assez lâche. En fait, moi je dirais plutôt ça prend de la souffrance pour se suicider, ça prend de la détresse pour se suicider, puis il faut être désespéré, pas lâche, mais désespéré, ne plus avoir d'espoir pour en arriver à penser que le suicide est la seule solution. Comme je disais tantôt, c'est pas par choix, mais par manque de choix qu'une personne va en venir à voir cette solution-là. C'est parce que la vie est intolérable, puis elle a atteint un niveau de souffrance limite. Elle peut plus en endurer plus, elle peut plus aller plus loin dans cette souffrance-là. Elle n'a pas trouvé, elle n'a pas réussi à s'accrocher à un autre moyen. Maintenant, on va regarder un peu au niveau des facteurs d'influence. Il y a différents facteurs. C'est sûr que le suicide est quand même une réalité qui est beaucoup étudiée, puis on en est venu à identifier certains facteurs qui vont avoir une influence sur la vulnérabilité de la personne. Certains facteurs qui vont être reliés, vont avoir des interactions et qui vont être liés à quatre différentes choses. Donc, des facteurs qui vont être reliés à la personne et à ses caractéristiques individuelles. Si je suis une personne anxieuse, si je suis une personne qui n'a pas beaucoup d'aptitude au niveau de la résolution de conflits. Donc, vraiment des choses en lien avec la personne même. Ensuite, ça va être lié au niveau de l'entourage de la personne, hein, la famille, les ressources, le support que la personne peut avoir. Ensuite, on va parler de l'environnement local. L'environnement local, c'est, je vis à Montréal, c'est vraiment mon réseau, les ressources qu'on a. Si on prend une personne,
Je le connais pour avoir vécu. Moi, je viens de la Gaspésie. J'ai vécu 20 ans en Gaspésie. Avoir des idées suicidaires en Gaspésie puis avoir des idées suicidaires à Montréal, ça peut se vivre très différemment. Ou avoir une détresse en Gaspésie, dans mon village à Passepébiac, si jamais quelqu'un le connaît, et avoir une détresse à Montréal, c'est très différent. Si j'ai une détresse à Montréal, je me rends à l'accueil psychosocial de mon CLSC ou à l'urgence. Il y a des forts risques que je connais pas les gens qui vont me soigner ou que peut-être je connais quelqu'un. À Passepébiac, il y a un CLSC, c'est l'urgence. Je connais tout le monde qui travaille là. Je connais la fille qui fait les prises de sang. Je connais la secrétaire à l'accueil. Je connais probablement tous les gens qui sont assis dans la salle d'attente. Puis il y a à peu près 2 psychologues. Fait que c'est sûr que si Dominique Boudreau, elle se présente à l'accueil psychosocial, puis qu'elle s'en va rencontrer le psychologue, le niveau de confidentialité, il est plus là. Tout le monde sait que je suis allée le rencontrer. Ils savent peut-être pas pourquoi, parce qu'il se passe dans le bureau est confidentiel. Mais vous voyez qu'au niveau local, ça peut avoir une influence. Ça peut faire que si je vis là-bas versus si je vis ici, bien, j'irai peut-être pas consulter de la même façon. Et l'environnement global, bien là, on va parler de quelque chose de beaucoup plus macro, qui va être plus là au niveau la province de Québec. On se donne-tu des moyens, on a-tu des politiques, y a-tu des choses qui sont mises en place? Ce qui fait en sorte qu'il faut vraiment regarder, quand on regarde si une personne présente un risque suicidaire, il y a vraiment plusieurs facteurs et plusieurs relations qu'il faut aller vérifier pour être capable de bien cerner la chose. L'OIQ a traduit un modèle que moi j'aime beaucoup, un modèle de White et Jaudoin qui parle de l'approche écologique du suicide. Donc, c'est d'aller voir un peu au niveau de l'environnement. Comme vous voyez en bas, famille, amis, école, travail, communauté, culture, société, environnement, c'est un peu ce que je venais de vous dire tantôt. Hein. On a la personne, on a son environnement, son niveau local, son niveau global. Et ensuite, on a les différents facteurs qui peuvent venir influencer. Donc, on va parler de facteurs contribuants et facteurs prédisposants. Est-ce que c'est des choses que vous avez, est-ce que c'est des choses qui vous parlent? Est-ce que vous avez déjà entendu des différents facteurs? Je sais, les gens en psychiatrie, vous êtes mieux de répondre oui. Mais, en général, les facteurs contribuants, les facteurs prédisposants, je vous dirais que facteurs, moi, je les mets souvent ensemble parce que prédisposants puis contribuants, ce sont des facteurs qui vont faire en sorte que la personne va être plus vulnérable ou plus fragile. Okay, donc, on va les mettre ensemble. Est-ce que vous avez des exemples de quelque chose qui pourrait être des facteurs? Oui. Moi, c'est l'apprentissage cérébral. Alors, il y a un moment donné, dans les années 80, où la perception de ce qu'on parle, c'est un équilibre entre la maison, ce qui se passe dans la maison et ce qui se passe au travail. Mm-hmm. Il faut qu'il y ait toujours un équilibre entre les deux. Et puis, si dans le milieu de travail, ça descend, et dans la maison, ça descend, bien là, il y a un risque d'augmenter par rapport à cette fragilité-là. Absolument. On va le voir aussi un peu, vous rentrez aussi un peu dans les facteurs de protection, mais quand on a un équilibre, puis qu'il y a des éléments dans notre milieu d'équilibre qui sont déstabilisés, à ce moment-là, ça crée une vulnérabilité. Au niveau des facteurs contributeurs, je vais vous les montrer après. On a aussi les facteurs précipitants. Est-ce que quelqu'un sait c'est quoi les facteurs précipitants? Pardon? Des pertes, un deuil. Okay. Et les facteurs de protection. On va les voir. La dépression, la maladie. OK. C'est bon. C'est toutes des réponses qui rentrent dans les différents facteurs. Vous allez voir, on va faire la différence un peu entre les deux. Facteurs prédisposants et contribuants, comme je vous disais, moi, je les mets ensemble. C'est des facteurs qui vont faire en sorte que ça va fragiliser la personne, puis ça va accentuer son niveau de risque suicidaire. Donc, pas son urgence suicidaire comme telle, mais beaucoup son niveau de risque suicidaire. Donc, on va parler de la personne qui a des antécédents, qui a déjà eu dans le passé des idéations suicidaires, donc qui a déjà eu recours à ce type de pensée-là comme possibilité. La personne qui a déjà fait des tentatives suicidaires, il se peut qu'elle reprenne ce moyen-là. Si on a eu des suicides chez les proches, le suicide n'est pas héréditaire. C'est pas quelque chose qui se transmet d'une personne à une autre. Par contre, quand on a eu des gens dans notre entourage qui ont déjà passé à l'acte, exemple, si moi j'ai un de mes parents ou mon conjoint ou un ami qui a passé à l'acte, quand je me retrouve dans une situation en détresse, c'est fort possible que je me dise, ben, je serais peut-être bien mieux avec lui. Ou si lui l'a fait,
On parlait tantôt des mythes, mais les gens peuvent en venir à se dire, bien, si lui, il a eu le courage de le faire, peut-être que moi, je peux le faire. Voyez-vous, lui, il l'a fait, il a mis fin à ses souffrances, donc peut-être que c'est une solution pour moi aussi. Donc, ce ne sera pas héréditaire, mais ça va être un facteur d'influence. Donc, de regarder s'il y a des gens autour qui se sont déjà suicidés. Des personnes significatives. Problème de dépendance à l'alcool ou aux drogues, qui peut venir aussi accentuer. Problème ou maladie mentale. Donc, on parlait de dépression. Tantôt, ça rentre dans les facteurs qui vont contribuer, qui vont venir fragiliser la personne. Donc, évidemment, tout problème de santé mentale, dépression, trouble psychotique, un trouble anxieux, un trouble relationnel. Si vous vous demandez c'est quoi trouble relationnel, moi, j'haïs ça, les troubles de la personnalité. Donc, j'aime mieux les appeler les troubles relationnels parce que c'est ça qui les caractérise finalement, leur difficulté d'entrer en relation. Donc, l'isolement social, familial, la pauvreté du réseau social aussi. Je peux avoir 15 amis, mais si c'est tous des amis de consommation qui viennent juste chez nous pour boire de la bière ou pour consommer avec moi, ou si j'ai aucune relation significative avec eux parce que je sens pas que je suis capable de leur confier des affaires, ça en revient à ne pas avoir un gros réseau de toute façon. La difficulté à demander de l'aide. Si on se ramène tantôt à notre population, je vous disais, hein, c'est 3 fois plus élevé chez les hommes que chez les femmes. Souvent, ça va être un facteur important. Les hommes ont beaucoup plus de difficultés à demander de l'aide, à aller vers et à dire « je suis en souffrance, je suis en détresse, j'ai besoin d'aide ». Ça va être une difficulté qu'ils vont rencontrer beaucoup. Ça arrive chez les femmes aussi, évidemment, mais l'incapacité à se projeter dans l'avenir. Si vous parlez avec des gens puis qui n'ont pas de projet, ils ne se voient pas dans l'avenir. Ils se voient où dans 2-3 semaines, ou ils se voient où le mois prochain, ou ils se voient où l'année prochaine. Ils n'ont pas de plan. Ils n'ont pas de plan de travail, ils n'ont pas de plan d'avenir. Ils ne se projettent pas dans l'avenir. C'est un bon signe qu'il peut y avoir quelque chose qui ne se passe pas bien. Des problèmes de santé physique chronique, des douleurs chroniques aussi. Les patients qui ont des douleurs chroniques peuvent à un moment donné en avoir assez et voir le suicide comme une solution. Donc, c'est des facteurs qui viennent contribuer. La reconnaissance et l'acceptation aussi, que ce soit par soi-même ou que ce soit par notre entourage de l'orientation sexuelle d'une personne, peut faire en sorte que ça va la fragiliser. Les facteurs précipitants, c'est les éléments déclencheurs finalement. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, là, le suicide m'apparaît comme la solution? Qu'est-ce qui s'est passé pour que j'en vienne à penser que c'est la solution? C'est vraiment un événement ponctuel qui va venir précipiter, qui va venir faire en sorte que mon risque suicidaire, il va devenir une urgence suicidaire. Donc, à ce moment-là, vous en avez nommé tantôt, on parle de rupture amoureuse, échecs scolaires, conflits familiaux, perte d'emploi, un conflit légal, des difficultés financières, échec professionnel, deuil d'un être cher. Chez les personnes âgées, deuil d'un être cher, ça peut être aussi la perte d'un animal. Les personnes âgées qui avaient un chien ou un chat, puis l'animal décède, ça peut être perçu comme la perte d'un être cher. Donc, ça peut être un élément précipitant. Perte d'autonomie fonctionnelle, encore chez les personnes âgées qui ont beaucoup de deuil à faire. Des fois, perdre son permis de conduire chez une personne âgée pour qui c'était la seule chose qui lui restait, ça peut être tragique. Maladie chronique et l'annonce d'un diagnostic. L'annonce d'un diagnostic pour nous ou l'annonce d'un diagnostic pour un proche aussi, ça peut faire en sorte que ça peut être un élément précipitant. Ce qui est important de retenir, c'est que c'est pas nécessairement le facteur déclencheur comme tel ou l'élément qui vient précipiter, autant que l'importance ou la perception que la personne a de cet événement-là. Il y a des personnes qui sont plus résilientes que d'autres et il y a des événements qui vont être plus frappants pour certaines personnes que pour d'autres. Si on prend un jeune, un échec scolaire, moi, je peux me dire, bon, il y a eu 1 sur 5 examens, il y en a un qui a raté. So what? C'est pas grave, il va se reprendre pour les autres. Pour lui qui a toujours roulé dans les 90 puis qui espère peut-être rentrer à l'école d'architecture ou un échec, il voit peut-être ça très, très gros, ça peut mettre sa carrière en jeu. Donc, pour lui, ça pourrait être un élément précipitant. Donc, il faut toujours faire attention de comment, de pas mélanger comment nous, on perçoit la situation, mais de vraiment aller chercher comment la personne vit ça. Qu'est-ce que ça représente pour elle? Est-ce que ça va bien? Oui? OK. Il n'y a pas de questions jusqu'à présent? Tout est clair? Super. Les facteurs de protection, puis là, madame, ça vient rejoindre un peu ce que vous disiez.
c'est les caractéristiques ou les éléments qui vont augmenter la capacité de la personne à faire face aux situations difficiles. Donc, les solutions dont elle dispose. Donc, quand on a 6 mois, bon, je suis mariée, j'ai des enfants, ça va bien chez moi, j'ai un travail, j'ai des collègues qui m'appuient et tout. Bon, j'ai des éléments positifs, j'ai des facteurs de protection qui m'entourent. S'il y a un déséquilibre qui se crée entre mes différents facteurs, c'est là, à ce moment-là, que le risque peut augmenter. Donc, les facteurs de protection, il y en a plusieurs. Capacité de demander de l'aide, les activités valorisantes, la confiance en soi, les saines habitudes de vie, le sentiment de sécurité, le sentiment d'être aimé et être apprécié par les autres, la spiritualité, un bon réseau d'amis, la qualité des relations avec les autres, l'ouverture aux différences dans mon milieu familial, le travail, l'école, l'adhérence aussi. Quand on a des gens, nous, on travaille en santé mentale, c'est sûr que lorsqu'un patient prend sa médication, c'est un facteur de protection de plus. Et il faut aller, que ce soit avec notre entourage ou si vous êtes des professionnels de la santé, avec les patients, il faut aller essayer de voir, parce que des fois, ils voient, tout ce qu'ils voient, c'est le gros nuage noir qui est autour d'eux, mais il faut aller essayer de voir c'est quoi leurs ressources, qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qui peut les aider, c'est quoi leur facteur de protection. On peut leur demander s'il y a 2 choses auxquelles tu tiens dans la vie, s'il y a 2 choses que qui sont positives pour toi, ça serait quoi? Donc, on peut essayer de leur faire nommer. Qu'est-ce que la personne faisait avant? C'est quoi ses capacités? Quand elle se retrouvait dans des conflits avant ou dans des situations difficiles, comment elle faisait pour s'en sortir? Parce qu'elle s'en a sorti jusqu'à aujourd'hui. Donc, elle doit avoir des ressources à l'intérieur d'elle qui vont lui permettre. Donc, il faut aller essayer de voir ça avec la personne. Processus suicidaire. J'aime beaucoup cette image-là, puis ça peut, en tout cas, moi, je la trouve très, très, très parlante. On peut voir on voit l'intensité de la crise et on voit dans le temps, comment ça se passe dans le temps. Donc, au début, comme vous pouvez voir, l'intensité de la crise est beaucoup moins élevée. On vit un événement, il y a quelque chose qui se passe. La personne a beaucoup de solutions. Elle essaye de faire appel à ces solutions-là. Être en recherche de solutions actives. Ensuite, si dans sa recherche de solutions actives, elle n'arrive pas à s'accrocher à quelque chose, les solutions vont diminuer. Et là, ça se peut qu'elle commence à avoir des flashs suicidaires, mais c'est juste des pensées qui viennent une fois de temps en temps. Ah, peut-être que je serais mieux mort ou il serait mieux sans moi. Donc, c'est juste des flashs qui viennent à l'idée. Plus on avance, plus vous allez voir que les idées suicidaires s'installent. Quand on rentre dans la rumination, c'est vraiment constamment la personne, là, elle a de la difficulté à porter attention ou à se concentrer sur autre chose. C'est vraiment ce qui tourne dans sa tête le plus souvent. Et vous voyez qu'à ce moment-là, ça fait comme un effet tunnel. Les solutions sont de plus en plus petites et elle n'en voit presque plus. Dépendamment d'où on part, moi, je peux partir avec des solutions grosses comme ça. Donc, mon effet tunnel, j'ai encore du chemin. Il y a des gens qui vont partir avec ces solutions-là. Donc, l'effet tunnel est beaucoup plus petit. Il y a moins d'espace pour être capable de réagir. Quand on rentre dans la cristallisation, l'idée suicidaire, elle est là, elle est implantée. Et souvent, il y a un plan, pas souvent, la plupart du temps, tout le temps, il y a un plan rendu à ce niveau-là. Donc, la personne a déjà commencé à se faire un plan dans sa tête et va possiblement passer à l'acte si elle n'arrive pas à avoir d'autres solutions. Une fois le passage à l'acte est fait, c'est pas parce qu'on arrête un passage à l'acte ou qu'une personne, après avoir passé à l'acte, est amenée à l'urgence, puis que ça se passe mieux, que la détresse est moins grande. Donc, elle se retrouve au même point que où elle était avant, au niveau de l'intensité de la crise. Donc, elle est encore quand même très fragile à ce niveau-là. Les signes avant-coureurs, je vais les passer, je vous les lirai pas nécessairement, mais on a des signes verbaux. Puis on a des signes non verbaux. Les signes verbaux, vous le savez, c'est quand la personne en parle finalement, quand elle donne des signes. Des signes non verbaux, bien là, toujours faire attention les changements brusques de l'humeur. L'anxiété, l'agitation, le sommeil perturbé, la personne qui dort trop ou qui dort pas assez, l'isolement, l'abandon des activités. Quelqu'un qui faisait du jogging de façon régulière ou qui sortait promener ses chiens et que là ne le fait plus ou a diminué la cadence, ça peut allumer une lumière. L'irritabilité, l'agressivité. Il y a des gens qui parleront pas, mais qui vont devenir plus irritables, plus agressifs. C'est un signe qu'il y a quelque chose qui va pas bien.
Des gestes téméraires, imprudents. On le voit beaucoup chez les adolescents, conduire la vitesse, boire des quantités d'alcool. Donc, des gestes qui peuvent être impulsifs ou imprudents. Des dons d'objets, quand la personne commence à se départir de ces choses ou à régler des affaires. C'est des conflits familiaux depuis des années, puis qu'elle commence à appeler ses proches pour régler ces conflits-là. C'est peut-être un signe que, bien, on devrait questionner. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que là, ça fait 15 ans qu'on se parle plus, puis que du jour au lendemain, elle nous appelle ou elle a appelé telle personne. Ça fait 15 ans qu'elle ne parle plus, puis là, elle l'appelle pour s'excuser, puis faire son mea culpa. On devrait toujours se demander qu'est-ce qui se passe. Quoi faire quand on pense que, je l'ai dit à quelques reprises, poser la question. Poser directement la question. Est-ce que tu as des idées suicidaires? Est-ce que tu as envisagé la mort? Est-ce que pour toi, est-ce que tu as l'impression que tu serais mieux mort que vivant? Est-ce que pour toi, c'est une solution de mourir? Donc, oser poser ces questions-là. C'est sûr, comme je vous dis, qu'il peut y avoir un malaise autour de la question parce qu'il faut être capable d'accepter la réponse. Mais en même temps, si on ne la pose pas, on ne le saura jamais. Choisir le bon moment pour aborder la question. C'est sûr que, comme moi, je ne sais pas si j'ai des collègues dans la salle, des fois, on est dans des réunions, puis je vois de mes collègues, je me dis, voyons, elle n'est pas comme ça d'habitude. Il me semble que je ne l'aborderai pas, évidemment, dans la réunion, mais quand on va sortir, je vais l'accrocher, puis je vais lui dire, écoute, tu n'étais pas comme d'habitude aujourd'hui, ça va-tu? Es-tu correct? Y a-tu quelque chose que je peux faire? Donc, choisir le bon moment. C'est sûr que quand on est devant plein de gens, c'est pas le moment peut-être de poser la question, mais de prendre la personne à part ou dans votre milieu personnel, de se réserver un moment avec la personne pour être capable de créer une ambiance où elle va se sentir à l'aise et en confiance de répondre. Et de la faire verbaliser. Parler avec elle de ses idées suicidaires. On parle beaucoup du COC. Si vous êtes à l'hôpital et vous avez fait des formations, le COC, le plan. Hein? Est-ce que la personne a un plan? Comment, où, quand elle va faire ça? Puis demander le moyen. Si le moyen, le comment, si c'est disponible. C'est important de la poser la question pour évaluer l'urgence suicidaire puis s'il y a un plan. Mais outre ça, faut pas en rester juste. On n'est pas là juste pour évaluer non plus ou pour regarder l'urgence suicidaire, mais pour regarder l'ensemble de la situation avec tous les facteurs dont je vous ai parlé tantôt. Faut pas en rester seulement au COC. Faut aller voir. Dans les milieux de santé, on évalue souvent la douleur physique sur une échelle de 0 à 10. Je me demande tout le temps comment ça se fait qu'on fait pas ça avec l'anxiété ou avec la détresse. Quand on voit quelqu'un est en détresse, on peut lui demander. Quand on voit quelqu'un est anxieux, on peut lui demander. Sur une échelle de 0 à 10, ta détresse, tu la situerais où? Ça va nous donner une idée. C'est son auto-évaluation à elle, c'est son auto-perception à elle. La même chose, dans le fond, qu'avec la douleur, c'est juste un autre type de douleur. Évidemment, on essaie de rendre les lieux sécuritaires. Si la personne nous parle de commettre l'acte avec un arme à feu, puis qu'on sait qu'elle a des armes à feu à la maison, bien, on va essayer de sécuriser la chose. Hein? Donc, on essaye de rendre les lieux sécuritaires. Puis, écouter la personne surtout et être sincère dans notre écoute. Souvent, on parle beaucoup trop puis on n'écoute pas assez. Donc, offrir cette disponibilité-là, offrir cet espace-là. Méfiez-vous du mieux-être soudain. Les gens qui changent assez vite là, d'humeur, ça peut être, que ce soit, je vous parlais tantôt, les gens qui deviennent, ici je parle du mieux-être, mais les gens qui vont devenir irritables. Quelqu'un que vous connaissiez pas irritable, puis qui le devient, ça peut être un signe qu'il y a quelque chose qui va pas. Quelqu'un qui était très dépressif, puis que soudainement, du jour au lendemain, tout va bien, il est souriant, ça se passe bien, bien à ce moment-là, c'est peut-être que dans sa tête, il s'est dit, ben c'est ça la solution, puis qu'il s'est dit, ben ça y est, je vais passer à l'acte. On peut voir souvent un changement d'humeur chez ces personnes-là. Encourager la personne à aller chercher de l'aide, évidemment, mais comme proche aussi, vous allez chercher de l'aide. Et si vous avez l'occasion d'assister à la présentation demain du programme Avant de craquer, c'est justement un programme qui s'adresse aux proches pour dire, avant que je craque, quand j'ai un proche qui a un problème de santé mentale, avant que je craque, comment je peux, qu'est-ce que je peux faire? Parce que c'est le même principe que dans un avion, quand il se passe quelque chose, je vais mettre mon oxygène avant de mettre celui de mon enfant ou de la personne à côté. Bien, dans ce cas-là, si je ne prends pas soin de moi, je ne pourrai pas non plus prendre soin de la personne à côté. Et ne restez jamais seul avec le secret. Ne vous laissez jamais... ça peut être difficile avec un proche quand on a un ami ou un proche qui nous dit « Bien, je t'en parle, mais je veux pas que tu en parles à personne. » Tu sais, oui, j'ai envisagé ça sérieusement, mais je veux pas que tu en parles à personne.
Laissez-vous pas prendre dans des secrets comme ça. C'est des secrets qui sont beaucoup trop lourds et on ne peut pas garder ça. La santé, la sécurité de votre proche est en danger. Vous devez en parler, vous devez vous confier à quelqu'un, puis vous devez aller chercher de l'aide pour vous et pour la personne. Je vous ai mis des coordonnées. On peut référer, il y a des lignes 24 heures où les gens peuvent appeler. Il y a des centres de crise aussi. Ici, près de l'hôpital, on a le centre de crise, le transit. On peut aussi référer ou accompagner la personne au CLSC, au CSSS le plus proche. Il y a des accueils psychosociaux. Et on peut aussi accompagner la personne à l'urgence ou faire le 911. Quand une personne est en danger, quand on a des sérieuses raisons de penser qu'une personne est en danger et qu'elle ne veut pas aller consulter, puis on pense qu'elle va passer à l'acte de façon, là, on fait le 911 et on envoie les ambulanciers et les policiers. Il faut démontrer à la personne qu'on a une inquiétude pour elle et qu'on est prêt à tout, justement, parce qu'on tient à elle. D'ailleurs, on vous a remis des petites épingles à linge, j'ai oublié de le dire au début, ça vient de l'AQPS, l'Association québécoise de prévention du suicide. C'est le signe maintenant pour la prévention du suicide qui, si vous lisez, dit « T'es important pour moi ». Dans le fond, on la porte, mais on devrait la donner à quelqu'un pour dire « ben voilà, je te la donne, t'es important pour moi ». À éviter, moraliser ou faire la leçon. Donnez vos recettes du bonheur. On a tendance à faire ça. Hein? Ah, c'est pas grave, tu vas voir, ça va passer. Ou donnez nos recettes du bonheur. Ben moi, ça m'est déjà arrivé, puis j'ai fait telle affaire, puis je me sentais bien mieux. Ben ce qui a fonctionné pour moi, ça veut pas dire que ça va fonctionner pour l'autre. Faire des promesses que vous ne pourrez pas tenir. Donc, promettre que ça va bien aller, promettre qu'on va garder le secret, bon, des choses comme ça. Et minimiser la gravité des problèmes. En conclusion, eh bien, je reprends un peu une citation d'un survivant et je trouvais que ça faisait une belle conclusion d'un survivant du Golden Gate Bridge, qui est en anglais, mais je vous la traduirai, là, qui dit « From the instant I saw my hand leave the railing, I knew I wanted to leave. I was terrified. » Alors, du moment où j'ai vu ma main lâcher le rebord du pont, j'ai su que je voulais vivre et j'étais terrifiée. Ce qui me fait dire qu'il y a toujours un espoir jusqu'à la dernière seconde. Faut juste se prendre le temps de poser la question et d'être disponible pour la personne. Ah, il y avait une conclusion, mais j'ai quand même une petite évaluation à faire, surtout pour les gens qui sont accrédités. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Vrai ou faux? Jusqu'au passage à l'acte, la personne est hésitante entre le désir de vivre ou de s'enlever la vie. C'est vrai, hein, je viens d'y répondre juste avant. C'est vrai, malgré les apparences, il y a toujours une ambivalence qui demeure. Une personne suicidaire est un individu avec un trouble mental. Faux. Y a-t-il des gens qui ont dit vrai? Je vous surveille. C'est faux. Le suicide n'est pas une maladie mentale. C'est l'expression d'une grande souffrance ou d'une incapacité dans un contexte particulier à voir d'autres solutions. L'amélioration constante de l'état de santé suite à une tentative de suicide signifie que le risque est passé. C'est faux. Hey, vous avez remarqué mon tableau, hein, il parle. La grande majorité des récidives se produit dans les mois qui suivent la tentative de suicide. Ah, la réponse était moins grande. Vrai ou faux? La grande majorité, donc les récidives, là, la grande majorité des récidives, est-ce qu'elles se produisent dans les mois qui suivent une tentative de suicide? Ah! C'est vrai. Oui. Là, c'était ça mon tableau qui me disait. Donc, après l'acte, exactement après l'acte. Seuls les professionnels de la santé sont habilités à dépister et à aider une personne suicidaire. Et j'espère. Toute ma présentation portait là-dessus. C'est faux. Toute personne qui s'inquiète peut poser la question. Il suffit de prendre le temps d'écouter. Voilà.